Grand Carrefour, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Eh bien, le point politique, ou alors la note politique de cette émission cet après-midi nous amène à faire une petite analyse de la situation sociopolitique sur le continent en général, au Togo en particulier. Eh bien, le débat du CFA et aussi, bien évidemment, certaines terminologies liées à certaines personnalités politiques. Vous le découvrirez de toutes les manières tout au long de cette émission. Eh bien, pour y aller, nous avons à ce plateau le président national du Front des Patriotes pour la démocratie, eh bien, l'honorable député, eh bien, un ancien député, bien évidemment. Eh bien, Dimo Auré, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, mon frère. Je vous rappelle, vous êtes ancien ministre de la Communication, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Merci, avec plaisir. Je vous rappelle, eh bien, vous n'avez pas été aussi partie prenante des dernières législatives au Togo. Vous avez boycotté, vous n'aviez pas appelé à boycotter, mais vous avez boycotté également. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez demandé de regretter quelque chose, qu'est-ce que vous regretteriez? Merci beaucoup. D'entrée, je voudrais dire merci à cette initiative, à toute l'équipe que vous conduisez, merci. À la direction de FTDS, parce que c'est votre manière aussi de jouer votre partition par rapport au devenir de notre pays. Vous m'avez posé une question pertinente. Nous avons appelé au boycott. Ce n'est pas que nous n'avons pas appelé au boycott. Nous avons appelé au boycott. Vous savez, le FPD est créé le 10 mai 2014. Et donc, c'est la deuxième opération électorale par rapport à laquelle le FPD a appelé au boycott. Le FPD a appelé au boycott en 2015. Nous avions demandé à nos éléments, à nos militants et sympathisants, sur la formule simple en 2015, laisser les morts enterrer leurs morts. C'est ce que nous avions prôné en 2015. Donc le FPD a boycotté présidentielle 2015 et a boycotté soi-disant législative de décembre 2018. Alors pour vous, jusque-là, les conditions ne sont pas véritablement réunies pour aller aux véritables élections, c'est ça? Le problème, c'est que nous ne sommes même pas encore dans une démocratie pour des élections régulières. Voilà le problème. Ce n'est pas trop ça? Voilà le fond même du problème. Nous sommes dans une dictature totale. Et là, les élections ne sont que des formes de semblant, des faits valoir pour habiller, maquiller la réalité triste pour notre pays. Alors, il faut s'arrêter. C'est pour ça que nous disons que, mais comment pouvez-vous attendre à des élections crédibles organisées par une dictature? Dans quel pays ça s'est passé de la sorte? Nulle part. Nous sommes dans une dictature totalement sombre, mise en place par la France-Afrique. Dans ces conditions, il faut chercher les mécanismes, voies de sortie de cette dictature pour aller à la démocratie avant de parler des compétitions électorales. Donc, vous aviez été aussi l'un des maillons de cette dictature en participant au gouvernement comment dirais-je, le gouvernement UFC RPT de l'époque. Comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la critique de certains. Vous ça n'a pas de sens. D'autant plus que vous avez eu à collaborer avec ces mêmes personnes. À aucun moment donné. À aucun moment donné. Et ceux qui le même disent, en étant au gouvernement? À aucun moment donné. Ceux qui le disent sont incapables de m'affronter à un débat, qu'ils soient au sein de l'opposition ou bien ceux du pouvoir en place. Parce que je voudrais parler dans les détails. Avant la conclusion de cet accord RPT-UFC 2010, c'était les premiers collaborateurs de M. Gilles Olympio qui étaient à Saint-Egidio. M. Fabre Jean-Pierre, Patrick Lawson, c'est avec eux que les discussions étaient menées, avec le pouvoir. Seulement, ce qui avait été concocté par rapport à la présidentielle de 2010, Gilles Christ a doublé Fabre Jean-Pierre. Et Fabre se retrouve dans le piège qu'eux-mêmes ont tendu à Gilles Christ, c'est-à-dire appeler au dialogue pour formation de gouvernement. Alors, Gilles Christ nous a réunis pour dire c'est ce qui était préconisé sur son dos. Maintenant que la machine n'a pas marché, lui, il préfère conclure cet accord historique. Et que l'histoire ne nous pardonnerait pas si on ne sait pas une formule d'entente mutuelle.
pour que la démocratie s'installe en douce. Un militant chevronné d'un parti politique qui écoute ce discours de son leader, je ne vois pas pour quelle raison je vais me révolter. Alors, je ne savais pas le contenu de l'accord. Un militant discipliné, nous y étions. Mais il a fallu 6 mois simplement pour que je puisse découvrir le fond même. Le vrai visage de l'accord. Le vrai visage de l'accord. Et c'est à partir de cet instant que je demandais avec insistance auprès de M. Olympio qu'il puisse renégocier, sinon on devait claquer la porte. Et il m'a demandé simplement de patienter jusqu'aux prochaines élections législatives. Ça veut dire pendant longtemps, vous avez été très inconfortable, même dans le gouvernement. Bien sûr. C'est pour ce faire que le régime même utilisait la presse acquise à sa cause contre moi à l'époque. J'ai été le ministre de cet accord le plus attaqué. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Parce que je les empêchais de tourner en rond. Et j'en suis fier aujourd'hui pour le rôle que j'ai eu à jouer contre François Marais. C'est grâce à ma persévérance et ténacité qu'on a le chiffre 91 à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Allez poser la question au ministre Barquet, conseiller du président Faure, si vous dira le contraire. Qu'est-ce que vous mettez dans le chiffre 91? 91 sièges. Parti de 81, 91 sièges. Je suis l'un des acteurs principaux. Vous expliquez très rapidement la chimie qui a conduit à cela? Voilà, rapidement. À l'époque où le ministre Bodiona était ministre de l'administration territoriale, il s'agissait de faire un découpage 91 chiffres. Mais, rapidement, lorsque il est parti du gouvernement, ils ont remis cela en cause, en disant que non, l'Union européenne préconisait 83, c'est-à-dire ajouter seulement 2 sièges à la commune de Lomé. Et Gilles Christ était déjà acquis. Tous d'accord pour le chiffre 83. J'ai tapé du poing sur la table en disant à Gilles Christ, sinon je devais claquer la porte. Depuis là. Il a été obligé d'obtempérer pour dire, alors il ne voudrait pas une crise. Et il a accepté de prendre contact avec le chef de l'État qui a mandaté son conseiller spécial, ministre Barquet. Et les discussions ont eu lieu dans le salon de Gilles Christ Olympio. Parce que lui-même, Gilles Christ ne comprend rien de découpage électoral. Ses soi-disant collaborateurs à l'époque aussi ne comprenaient rien parce qu'ils n'ont personne sur leur conscience. Je ne veux pas citer de nom. Alors que moi, je maîtrise les réalités territoriales en termes de compétition électorale pour un découpage équitable. Et c'est là, je vais vous donner un exemple. Pour que Essumono passe de 2 sièges à 3 sièges, la compensation, c'est qu'on nous a fait imposer la même formule pour Pendial. Pendial était 2 sièges. Lorsque j'insistais que Essumono devait passer à 3 sièges, bon, le représentant du chef de l'État dit d'accord, mais il faut que Pendial aussi soit à 3 sièges. Si vous n'êtes pas d'accord, on n'avance pas. J'ai dit je suis d'accord. Le grand Ogou, Agné Ogou, 3 sièges. J'ai dit non. Il faut que ça passe à 4 sièges. Le conseil du chef de l'État dit non. Si tel est le cas, Tonne 50 aussi devait passer à 4. Oui. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on est arrivé. Et j'ai dit, Golf, par exemple, avait 2 sièges seulement. Alors que Golf et la commune se rivalisaient en termes de poids démographique. Et donc, il faut que Golf passe à 4. Et on ajoute 1 siège à Lomé commune, ce qui faisait 10. Yoto et Amou, en termes de poids démographique, ne méritent pas 3 sièges. Alors, il y a eu proposition de réduction de sièges pour la préfecture Amou, la circonscription de Amou. Alors, compte tenu du pouvoir, du poids politique de Maître Agboibo, réduire un siège de Yoto, c'est mauvais. Il fallait maintenir Yoto à 3 sièges. Parallélisme des formes, j'ai dit, ok, si on maintient Yoto à 3 sièges, il ne faudrait pas aussi réduire Amou qui a la même taille que Yoto. Ainsi de suite. Ils ont tenté d'ajouter un siège à Sotobois, je me suis opposé à ça. Catégoriquement, ça n'a pas marché.
Donc, j'ai contribué à cela énormément. Alors, vous faites partie des artisans ou alors des architectes du siège 91 à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il n'y a personne au sein de l'opposition pour l'expliquer. Voilà, très bien. Aujourd'hui, la page électorale est donc tournée, quoi qu'on dise. Vous avez appelé au boycott, vous le dites. Est-ce que vous ne pensez pas avoir laissé votre base électorale aujourd'hui au contre? À qui? 2015. Présidentielle 2015, M. Fabre Jean-Pierre avait sollicité mon parti pour l'appuyer. Nous avons dit, pas question. Parce que je lui ai dit, les yeux dans les yeux, grand frère, on se connaît. Seras-tu proclamé et prêteras-tu serment devant la Cour constitutionnelle d'Abdou Assouma en avril 2015? Il m'a regardé les yeux dans les yeux en disant que ça serait difficile. Alors pourquoi voulez-vous tromper le peuple? Pourquoi voulez-vous m'amener à tromper les militants de mon parti? Voilà. Et donc, nous n'avons pas jugé nécessaire d'accompagner M. Fabre parce qu'on savait qu'il a été manipulé par la France-Afrique. Et le patron même du système, qui est M. Fornia Singbe, a fait le déplacement de ma base. Il est allé dans le Grand Cabinet, précisément à Badekopé. Ils ont ramassé des populations, même depuis de Sotobois, pour faire du monde. Mais après son départ, le seul message que j'ai passé le jour du vote, personne. Lui-même n'en revient pas jusqu'à ce jour. Il sait que les urnes ont été bourrées seulement à Elavaillon. Il n'a pas eu de vote. Alors, il y a des réalités claires. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, j'incarne une conscience collective au sein de cette communauté. Personne d'autre pour faire passer un message à mon insu. Alors pour vous, Djimoré, l'heure n'est pas encore aux élections. Il faut aller chercher d'abord les mailles de la démocratie, c'est cela? Oui, l'heure n'est pas aux élections. Si l'heure était aux élections, regardez les présidentielles qui ont eu lieu de 1993 à 2015. Aucune n'a été crédible. Les législatives, aucune n'a été crédible, mais comme c'est des élections aux fonctions multiples, 2007 et 2013, pour colorer, il y a eu quelques semblants de transparence dans certaines circonscriptions électorales. Ça se limite là. Alors, on va continuer comme ça avec cet amusement. Et la population souffre, le bas peuple a péri. Et les Occidentaux continuent à piller le pays. Et parce qu'ils ont installé une dictature qui fait leur affaire. Il faut chercher le mécanisme de mettre fin à cette dictature. Mais nous l'avons proposé, même au chef de l'État. Si réellement il est patriote, comme nous, il devait cesser cette politique de fuite en avant. Il le sait. Ce qu'il vient de faire le 20 décembre, là, c'est la honte totale. Je me demande, lui-même dans son salon, est-ce qu'il n'a pas honte d'avoir procédé comme ça? D'avoir pris le bic pour nommer les gens qu'il envoie au Parlement? Nous sommes sur un terrain politique, c'est là votre lecture de la chose. Oui. Ce n'était pas une nomination. On a vu, il y a eu des élections. Il y a eu des urnes, il y a eu des bureaux de vote, il y a eu des proclamations, il y a eu des résultats donnés. Et donc, la configuration était électorale, pas nominale, ou alors nominative. Très bien. Ça, c'est l'habillage. C'est ce qu'on appelle le maquillage. Et puis, vous-même, vous avez constaté le rejet total. Et vous avez constaté comment est-ce que l'armée a été déployée dans un pays qui n'était pas en guerre et qui n'est pas en guerre. M. Djimoré, reconnaissez-vous aujourd'hui l'existence d'une Assemblée nationale, oui ou non? Non. C'est de la forfaiture. Très bien. Alors pour vous, il faut la mise en place d'une constituante pour aller véritablement aux réformes. Alors que, selon le gouvernement, les réformes doivent se faire à l'Assemblée nationale, selon les procédures actuelles, les réformes vont se faire là. Jusqu'où resterez-vous, comment dirais-je, en retrait pour venir véritablement imposer votre politique de construction? Une minorité des minorités ne peut pas décider à la place du peuple. Toutes les institutions aujourd'hui sont illégitimes, y compris la présidence de la République. Force est qu'il est illégitime, il n'a jamais été désigné par des Togolais. Il s'amuse à nommer des gens pour constituer un parlement. Il a la Cour constitutionnelle avec lui, la HAC avec lui. Et c'est la minorité des minorités. Et c'est avec ça que vous allez faire des réformes pour parler du peuple togolais.
Là, c'est l'option du pire. S'il évolue comme ça, ça voudrait dire qu'il a choisi amener le peuple togolais, notre pays, le Togo, au génocide. Ce qui n'arrivera pas. Mais c'est un défi. Les aïeux ne peuvent pas accepter que le génocide arménien ait lieu au Togo. Jamais. Et vous ne l'acceptez pas non plus. Nous ne l'acceptons pas. C'est pour ça que nous insistons et nous continuons à dire il n'a qu'à arrêter la fuite en avant. Là. Ces gens qui se sont rassemblés là-bas, ils n'ont personne sur leur conscience en dehors de leur cercle étroit de vie. C'est-à-dire, c'est des individus. Ce ne sont pas des mandatés. Comment est-ce que des individus vont aller s'asseoir pour dire qu'ils décident à la place du peuple? C'est suffisamment grave. Alors, au 21e siècle, ça ne passe pas. Ils savent que ça ne passe pas. Ils sont confus. Ils sont couverts de honte. Mais c'est un système diabolique. Il faut avancer dans ce chemin. Monsieur Djimaoré, est-ce que votre logique de mise en place d'une constituante est encore d'actualité dans le contexte actuel? Mais c'est mieux que d'actualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voudrait faire, M. Faure Gnassingbé, sur l'instruction de la France? C'est de tout simplement dire qu'avec leur soi-disant Assemblée nationale, modifier la Constitution, passer de quinquennat au septennat, pour que lui, éventuellement, s'apprête à quitter le pouvoir en 2034. Voilà ce qui les préoccupe. Et ils ont fait cette forfaiture du 20 décembre 2018. C'est tout ça. Hein? Et c'est léger pour un homme d'État. La communauté internationale aussi a reconnu les élections. Mais la communauté internationale, c'est quoi? C'est l'ensemble des impérialistes qui ont installé le régime et qui ne veulent pas que le Togo se libère. Vous voulez que le sort de notre pays soit entre les mains des impérialistes? Si tel est le cas, pourquoi les pères de l'indépendance se sont-ils battus pour qu'on ait l'indépendance en 60, 3 ans après, remise en cause jusqu'à nos jours? Et vous parlez de la communauté internationale. Quelle communauté internationale? Ces impérialistes? Délégation de l'Union européenne? Ou bien délégation de PNUD? Ou bien les États-Unis? Ou bien la France? De quelle communauté internationale parlez-vous? Très bien. Monsieur Djimaoré, qu'est-ce que le FPD veut pour le peuple togolais concrètement? Ce que le FPD veut pour le peuple togolais, c'est le chemin le plus normal, le plus correct. Aucune autre proposition aujourd'hui n'est au-dessus de la proposition du FPD. Le reste, c'est des errements. Rappelons la proposition. Le reste, c'est des errements, c'est de la fuite en avance, c'est de l'irresponsabilité. Nous disons très simplement que il faut mettre en place une constituante via une assise nationale. C'est simple que ça. L'assise nationale, c'est quoi? C'est une grande réunion des forces vives du pays où toutes les communautés seront représentées. Parce que une fois que vous êtes au bord du pire, il faut que les communautés s'asseyent. Je vais vous donner un exemple qui rend indispensable l'assise nationale pour déboucher sur la mise en place d'une constituante. Le problème foncier, ne serait-ce que ça. Vous allez me dire que la communauté aujourd'hui est satisfaite du fait qu'elle soit spoliée, qu'on prenne les terres qui lui appartiennent. Vous allez me dire que la communauté à Goé est d'accord aujourd'hui parce que l'État, le système de Gnassingbé s'est accaparé de leurs terres. Vous allez dire que la communauté IFE d'Atakwame est d'accord de l'usurpation des terres qui se fait là-bas. Ou bien la communauté EV, la communauté Akoso, la communauté des anouformes, c'est-à-dire Tokossi. Pourquoi y a-t-il eu des coups de feu en novembre 2015 à Mango? C'est pour préserver leurs terres qu'on veut leur arracher. Mais le gouvernement a trouvé un mécanisme pour dire créer au sud, pour confier à des halogènes de ce milieu. Mais c'est suffisamment grave. Voilà des exemples de poudrières, de bombes à retardement qu'il faille régler.
Il y a des communautés qui n'ont pas de terre utile. D'accord, c'est une réalité. Nous sommes tous Togolais. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller discuter. Ce n'est pas la fuite en avant en sortant des militaires par-ci, par-là, pour de la simple barbarie qu'on règle les problèmes de taille que nous avons au Togo. Monsieur Dimoré, revenons à votre logique. Après l'assise nationale, il faut aller à une constituante. Et après, ouvrir ainsi la réforme. La transition politique. C'est-à-dire c'est devant les forces vives de la nation que M. Faure Gnassingbé viendra présenter ses excuses solennelles au peuple togolais. Pour les torts. C'est une part importante de cette... Très important. Ça fait partie du cahier de charge que l'assise nationale devra régler. Il devrait s'excuser devant le peuple. C'est une imposition. C'est une imposition. C'est une imposition. Il n'a pas d'échappatoire. S'il ne le fait pas, il le fera même dans la tombe. Alors, il devra présenter des excuses pour les torts qu'il a commis contre le peuple togolais, pour les torts que son père a commis contre le peuple togolais, et négocier l'armistice. C'est ça, un homme d'État. Négocier l'armistice après avoir présenté des excuses solennelles. Et que l'assise nationale le lui accorde. Et que tranquillement, il sorte par la grande porte. Voilà un chantier très noble à régler au cours de l'assise nationale. Et que ce ne soit pas lui seul, que tous les membres du système. On sait que ce n'est pas par eux-mêmes aussi. On sait que c'est les impérialistes qui les ont installés, qui les manipulent ainsi, à agir contre les intérêts de leurs compatriotes. On peut leur pardonner. Et après cette étape de pardon, parce qu'il aurait demandé solennellement le pardon, on négocie la forme de l'armistice que ça devait prendre, et qu'à la fin de la transition, qui ne se présente pas comme candidat et qui ne soit pas poursuivi après. C'est très fondamental comme chemin. Mais alors on s'amuse à dire on organise une présidentielle 2020, 2020. Est-ce que c'est ça qui va accorder amnistie à Faure Gnassingbé? Est-ce que c'est ça qui va amnistier le clan? Or, ils ont peur de partir du pouvoir parce qu'ils ont commis assez de tort. Quand est-ce qu'ils vont négocier le pardon? Alors, c'est au cours d'une assise nationale. Et c'est maintenant, pas après. Et un autre chantier qui sera défini par l'assise nationale, c'est la question de constitution nouvelle à mettre en place. Il faut un nouveau contrat social qui prendra en compte les critères d'une armée républicaine, qui prendra en compte les critères d'une administration républicaine, qui mettra des verrous pour empêcher toute personnalité issue de quelque communauté, quelle qu'elle soit, de faire ce que le système de Gnassingbé est en train de faire des décennies durant. Monsieur Dimoré, seul contre tous, apparemment. Oui. Parce que votre logique, telle que vous la tracez, n'est pas pour tout de suite. Très bien. La vérité a toujours gêné. Mais ce n'est pas parce qu'elle gêne qu'il faut renoncer à la vérité et à aller s'acoquiner avec les magouilles. Les magouilleurs ne me verront pas dans leur rang. Monsieur Dimoré, merci. Eh bien, je partage cette question un peu fâcheuse avec vous. Bonsoir, merci pour l'émission. Et je voudrais poser la question à l'honorable, savoir, quand il était au gouvernement, Faure Gnassingbé était légitime, et maintenant, après son départ, il trouve que le président n'est pas légitime? Non, c'est une question d'ignorance. C'est ce que je dis. Alors, ce que je dis, ça ne peut que gêner. Ça ne peut que gêner. Nous n'avons pas... Qu'est-ce que vous entendez par accord politique? Accord politique, ça voudrait dire que vous n'avez pas de légitimité. Et vous signez un accord pour vous conférer cette légitimité. C'est ça, accord politique. Après les massacres de 2005, il y a eu APG. Pour corriger le manque de légitimité de l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé. 2010 aussi, il a cherché la légitimité auprès de l'UFC. Et c'est ça l'accord. Ce n'est pas que lui-même est légitime, on est allé s'associer avec lui. On lui a apporté, oui, une sorte de légitimité temporaire pour régler un problème. Et il a fait la fuite en avant en enfarinant Gilles Christ Olympio, qui aujourd'hui
parce qu'il a pris de l'âge, il a accepté. Voilà comment. Mais donc, les gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas du Sud, qui ne s'amusent pas à poser des questions non-sens. Merci, M. Djimoré. Eh bien, je rappelle à nos chers téléspectateurs que les contacts sont là, qu'ils ne sont pas pour appeler. Vous envoyez juste des messages, c'est vrai, il y en aura plein, mais on n'aura pas le temps de tout lire. Mais vous envoyez juste des messages, soit WhatsApp ou le message traditionnel SMS. Eh bien, le Togo, c'est seulement au Togo que la terre appartient aux individus. Parlant du foncier, de la question foncière que vous avez énumérée tout à l'heure, la terre appartient à l'État pour répondre à la problématique que vous souleviez tantôt. Très bien. Très bien. Lorsque ça vous range, une formule vous arrange, vous l'avancez. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Celui-là connaît la définition de la notion d'État. L'État, il y a trois réalités. Trois réalités. Il y a l'espace. Et il y a la population. Et une autorité. Voilà les trois éléments qui définissent l'État. Alors, lorsque vous avez une autorité illégitime, elle ne peut pas se substituer à la population vivant sur un territoire défini. Vous comprenez? Pour dire qu'elle est la propriétaire de l'espace sur lequel vit la population, qui est composite. Avant d'être aujourd'hui ce qu'on appelle peuple togolais, c'était des peuples. Et personne. Et d'ailleurs, à l'assise nationale, on en arrivera là-bas. Qu'on puisse définir les limites territoriales de chaque communauté. La communauté Tem. Quelles sont les limites territoriales de la communauté Tem? Quelles sont les limites territoriales de la communauté Kavier? Aujourd'hui, il est question de vivre ensemble. Non! Là, le vivre ensemble, le vivre ensemble ne veut pas dire, n'autorise pas quelqu'un parce que vous êtes au pouvoir, une élite au pouvoir, que la communauté de cette élite empiète, piétine les autres communautés. Ce n'est pas le vivre ensemble, ça. Si tel est le cas, les Sud-Africains n'auraient pas combattu l'apartheid. Si tel est le cas, les Zimbabwéens, sous la conduite de Robert Mugabe, n'auraient pas combattu les impérialistes. Laissons l'amusement de côté. Monsieur Djimoré, merci. Eh bien, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous aurons le temps quand même de revenir sur les différentes questions. Aujourd'hui, eh bien, la machine est en marche, quoi qu'on dise, l'appareil est en marche, le vent est passé. Bientôt, les locales. Et pour corroborer tout, la présidentielle en 2020. Et vous parlez encore d'une assise nationale. Est-ce une façon pour le FBD de demander l'arrêt total de toute la machine? Oui, une machine mafieuse. À quoi bon de l'accepter? C'est vous qui la qualifiez ainsi. Elle est ainsi. Le système que Faure conduit n'est pas un système à lui. C'est un système que les Français ont défini. Il n'est qu'un pion. Et c'est malheureux. Et on ne peut pas accepter. Nous sommes tous Togolais. Faure n'est pas plus Togolais que moi. Je ne suis pas plus Togolais que Dieu donné. Au nom de quoi tu peux te permettre d'accepter être utilisé par l'impérialisme contre tout le monde? Au nom de quoi? Alors là, il y a problème. Donc, conduire une pareille machine, c'est conduire une machine mafieuse. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, il a été installé par les Occidentaux. Il leur a rendu service. Mais à un moment donné, le monsieur a pris conscience qu'après tout, il est congolais, il est africain. Il fallait trouver un mécanisme pour tourner dos aux Occidentaux. Ça n'est assez. Et il a trouvé la manière de sortir par la grande porte. Quand bien même, ce n'est pas la bonne manière, les Congolais de la RDC ont fait un pas qualitatif. Vous trouvez que cette carte est jouable au Togo? Pas toujours évident. Non, elle n'est pas jouable au Togo. Parce que le système que les Français ont mis en place au Togo pour régenter toute la sous-région francophone, c'est un système très très compliqué. Vous reconnaissez que le Togo c'est un pays à part? À part. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que c'est la même France-Afrique qui a la même mise sur des personnalités qui se proclament de l'opposition. Des personnalités qui se réclament être du côté du peuple sont également des manipulés de cette même France-Afrique. C'est pour cela que le PD s'en tient plus au bas peuple.
Sinon, la classe des privilégiés, c'est la classe des corrompus. Voilà. Très bien, cette terminologie, nous aurons le temps quand même de revenir là-dessus. Les bas peuples, la classe moyenne et puis la minorité. Ce sont les terminologies que vous utilisez très souvent, M. Djimoré. On reviendra là-dessus. Eh bien, le FPD est toujours dans la logique de boycotter les élections. Eh bien, les 20 passées locales, bientôt, le FPD n'y prendra pas part. C'est ça, hein? De toute façon, je l'ai dit, lorsqu'il s'agissait de législatives, voilà, lorsque la CEDEAO fut annoncée comme médiatrice, elle est arrivée pour proposer soi-disant feuille de route. Vous nous avez invités ici, avec mon confrère du parti phare. Qu'est-ce que j'avais défendu comme position? Qu'est-ce que mon confrère disait? Que non, il fallait faire confiance à la CEDEAO, il ne faut pas être pessimiste. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, aujourd'hui encore, nous persistons. Vous pensez avoir raison aujourd'hui? Mais nous avons raison. Ce n'est pas que nous le pensons, nous avons raison. Qu'est-ce qui ne nous a pas donné raison? Nous avions dit même au moment du regroupement de C14, nous avons dit que c'est de la foutaise, que c'est un rassemblement d'hypocrites. Nous avions qualifié ça comme ça. Et on nous a fait insulter à travers les médias, ça me faisait sourire. Ils en sont où aujourd'hui? Ils en sont où aujourd'hui? Nous avions dit que la CEDEAO, ce n'est pas une feuille de route, ça. Il faut oublier cela. Mais on ne nous a pas suivis. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et c'est le bas peuple qui a fait les frais. Donc, arriver au local ou présidentiel, 2020 local, cette année ou tout cela, ça nous fait ni chaud ni froid. Ça nous fait ni chaud ni froid. Alors, et donc, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui d'être, je ne sais pas, d'avoir une base démobilisée derrière vous? D'autant plus que toutes les élections ont été boycottées. 2015, vous avez appelé au boycott. Eh bien, le 20 décembre aussi, vous avez appelé au boycott. Bientôt, les prochains boycotts jusqu'en 2020. Est-ce que vous ne craignez pas avoir finalement une base démobilisée? Pas du tout. Parce que c'est la base. Je ne prends pas des décisions contre la volonté de la base. C'est plutôt la base. C'est la base qui vous mandate? C'est la base. Nous discutons avec la base. Et c'est là où... Et je vais vous donner un exemple. Il y a de cela 2 semaines, le colonel-préfet Bitenoé devrait régler un litige entre un peu le Bouvier, dont les bêtes ont dévasté une plantation d'un autochtone dans un village appelé Agbago. Et le paysan dont le champ a été dévasté a saisi la gendarmerie. Mais lorsque le constat a été fait et le peuple a accepté verser les fonds de compensation, le préfet a donné instruction à la gendarmerie de la localité de ramener les fonds à son niveau, à Elavagnan, dans son bureau. Et que le paysan se fasse accompagner pour venir retirer les fonds dans son bureau. Les messieurs arrivent, Bitenoé voudrait les arrêter en faisant appeler la gendarmerie de Elavagnan. Et les gars ont compris, ils ont fui. Bitenoé leur reproche, pourquoi n'a-t-il pas eu de vote le 20 décembre 2018 dans leur village? Qu'aucun, en dehors des membres du comité de vote. Vous avez les preuves de ce que vous avez? J'ai les preuves. Sinon, il n'a qu'à démentir. Le colonel Bitenoé n'a qu'à démentir. Il veut s'en prendre, il s'en prend même aux populations d'avoir boycotté. Alors qu'ils disent que le taux de participation est élevé dans cette préfecture. Vous comprenez? Je vous dis que c'est de la honte. C'est de la honte. Eux-mêmes savent que le peuple les a rejetés. Ils cherchent maintenant à terroriser les populations de n'avoir pas voté. Et qui a voté alors pour envoyer un individu qu'on appelle Géritama? Qui? Quelqu'un qui n'est même pas du milieu, connu de nulle part. Un officier de l'armée, on le nomme député pour représenter une communauté à laquelle il n'appartient pas. Donc, je voudrais dire tout simplement que les boycotts que nous prônons, c'est des boycotts issus de la base. Vous ne craignez pas des retombées? Pas du tout. Et s'il faut répéter, nous devons répéter. Nous ne faisons pas la politique de business. Je ne suis pas un business en politique. Je veux que mon pays sorte de sa situation. C'est pour ça que je me suis engagé. Monsieur Djimoré,
Merci. Nous revenons maintenant à votre terminologie que vous utilisez souvent. Qu'est-ce que vous mettez dans le bas peuple? La classe moyenne. Très bien. Vous savez, pour faire la politique, il faut avoir quand même quelques bribes de connaissances en termes de rapport des civilisations passées et actuelles. Alors, la société est ainsi hiérarchisée, qu'on le veuille ou pas. Le bas peuple au Togo, c'est l'ensemble des Togolais qui souffrent amèrement, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui tirent le diable par la queue. C'est ça le bas peuple. Ça ne manque pas à Lomé. Vous n'allez pas me dire que les conducteurs de taxi-moto ne font pas partie du bas peuple. Vous n'allez pas me dire que les paysans, des braves, qui en réalité ne devaient pas se retrouver là-bas, n'y sont pas. Des commerçantes et commerçants ambulants, des chauffeurs, des conducteurs, des transporteurs, qui ne devaient pas se retrouver là-bas. Et tout ce beau monde, c'est ça qu'on appelle le bas peuple. Ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas vivre à la sueur de leur front et dont la misère est exploitée par la classe des privilégiés. La classe des privilégiés, c'est ça. Au Togo, la classe des privilégiés, ce n'est pas seulement ceux du système qui sont en place, ou bien ceux qui sont en place au nord du système. Il y a des personnalités neutres aussi qui font partie de la classe des privilégiés. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, de par leur histoire, l'histoire de leur communauté, les relations d'antérieur, font qu'ils sont arrivés à tirer leur épingle du jeu. C'est ça la classe des privilégiés. Ils ne sont pas nombreux. La moyenne classe qui devrait exister n'existe pas. Pratiquement inexistante. Inexistante. Vous, monsieur Sewanou, vous devez faire partie de la moyenne classe. Comme moi, nous devons faire partie de la moyenne classe. Au Nigeria, la moyenne classe existe. C'est ça qui fait que les Nigériens sont à même au Bénin aussi. C'est pourquoi les Béninois, s'ils décident de ne pas revoir un président, ils le font. C'est la moyenne classe. Mais ici au Togo, comme la dictature a trop duré, il y a écrasement, il n'y a pas de moyenne classe. Le bas peuple étant très large, très large en termes de nombre, et il est martyrisé et terrorisé. Mais ça prendra fin. Parce que Karl Marx l'a dit, dans une chaumière comme dans un château, le raisonnement n'est pas le même. Et c'est ce que Thomas Sankara a repris, entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Merci, M. Eddy Moré. Eh bien, je partage quelques questions avec vous avant qu'on y tourne un tout petit peu la page pour aller sur le continent et revenir sur le débat CFA. Très bien. Eh bien, le fait de boycotter les élections chaque fois nous ramène Canaria, selon un téléspectateur. La vie ne nous appartient pas et ceux qui sont là-bas avancent. Ils avancent pour aller où? Ce n'est pas parce qu'ils se sont accaparés des richesses du pays qu'ils avancent. Ça, c'est de l'immoralité politique. Et ce qui est immoral, ce qui est anormal, ne doit pas être accepté, ni copié, ni suivi. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que miroiter les privilèges en disant qu'eux, ils avancent. On nous dit souvent cela qu'il faut avoir de l'argent. Il a quel argent? C'est l'argent de cacao de son père? C'est l'argent de diamant, de Pia? Il n'a pas de l'argent. Il n'en a pas. Aucun membre du système n'a pas de l'argent. Et l'histoire le démontrera. Donc, il ne faut pas paniquer parce que on vit dans la misère pour pouvoir faire libérer le pays en prônant le boycott pour obliger tôt ou tard à aller à la formule qui doit régler les problèmes de notre pays. Il ne faut pas paniquer par rapport à cette formule-là. Si nous paniquons et on s'engage dans des opérations électorales, no sens, ça donne quoi? C'est perte en vies humaines. Inutile. 2020, tout opposant sérieux, je dis sérieux, et non pas des magouilleurs, tout opposant sérieux ne veut pas prétendre aller à la présidentielle 2020. Justement, c'est la prochaine question d'un téléspectateur pour vous. Quelle est la vision du FPD en 2020? 2020, c'est le boycott total. Selon vous? Boycott total. Alors, cette question, M. Dimoré,
Et vous voulez une classe, les étudiants. Bien, écoutez. C'est ça. Bien sûr. Les étudiants font partie du bas peuple. C'est clair. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas une liste exhaustive que j'ai faite. D'accord. Monsieur le ministre, que dites-vous du... Très bien, de toutes les façons, tout ce qui est envisageable aujourd'hui, c'est le bon, ou alors le vivre, ou alors la bonne vie du Togolais. Que le Togolais s'épanouisse, que le Togolais vive bien. Eh bien, le gouvernement vient de lancer, sous la grosse copiose du président de la République, Faure Gnassingbé, excusez-moi, le plan national de développement. Le plan national de développement, bien évidemment, qui a pour ambition redonner un avenir meilleur à chaque Togolais. Vous ne trouvez pas aussi un bon rêve en cela? Il n'a pas honte. 8 fois, Gnassingbé n'a pas honte. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? 15 ans après, c'est maintenant il se réveille pour dire qu'on compte un plan de développement. Donc, les 14 années passées, ils sommellaient. Il y a eu la SCAP, il y a eu... non, j'en viens. Ils sommellaient. Et c'est maintenant il s'est réveillé qu'il a la tête d'un pays, il produit un plan. C'est de la légèreté totale. 2. Pour vous, c'est aussi un non-lieu. Hein? C'est un non-lieu. Je vais vous expliquer. 2. Il y a eu d'autres plans dans le passé. La SCAP. Il y a eu d'autres. Ça a donné quoi? Vous savez, ces histoires de plans annoncés, c'est ça. Il faut expliquer au bas peuple. C'est des mécanismes de pillage systématique des ressources du pays concoctés avec la France-Afrique. Ça, c'est votre lecture de la... C'est la réalité. Qu'un membre du gouvernement envoyé parfois m'affronte à un débat. Voilà, ils ne sont pas plus togolais que nous. Ils ne peuvent pas continuer à se moquer de l'intelligence du peuple. C'est la réalité, c'est des plans concoctés pour piller le pays. C'est pour piller le pays davantage. Ça ne donnera absolument rien. Pourquoi? Pour piller. C'est-à-dire que sur la base de ces plans, et c'est des experts français qui sont débarqués et avec des sommes de prestations de services pour concocter tout ça là. Si on vous dit ce que ça coûte au Togolais, ce qui est écrit là. Alors, maintenant sur cette base, la France-Afrique va convaincre des bailleurs de fonds. Voyez-vous, nous avons le gouvernement de Gnassingbé au Togo qui a un bon plan, financer ce plan. Alors, c'est de l'endettement. On donne des fonds, Banque mondiale, FMI, sachant pertinemment que ces fonds, ce n'est pas pour être utilisés pour le compte des Togolais, c'est pour que ça remonte à la France. Et ainsi, le taux d'endettement s'accroît. Vous savez aujourd'hui que le Togo, si tel n'est pas le cas, qu'un membre du gouvernement vienne expliquer pourquoi le Togo est le pays le plus endetté dans la sous-région. Que Faure lui-même explique cela. Voilà les raisons pour lesquelles mon pays est le plus endetté dans la sous-région. De toutes les façons, il n'a qu'à justifier. C'est vous votre lecture du PND. Ce n'est pas ma lecture. Nous aurons dans les jours à venir un spécialiste du PND qui aura nous donné des raisons fondamentales de ce vaste projet politique. Et il n'aura aucune raison. C'est-à-dire qu'il pense endormir, se moquer de l'intelligence du bas peuple, mais pas des gens du Sud comme nous. Vous savez. Et nous avons pour mission d'éclairer l'opinion. Vous savez que le Togo, toutes les institutions de Bretton Woods ont accordé de prêts à notre pays jusqu'à dépasser les limites. La Chine, aujourd'hui, le pourcentage de l'économie chinoise dans le taux d'endettement du Togo s'est élevé. Les banques arabes, Qatar, Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, l'aéroport que vous voyez là, si la Chine décide, cet aéroport ne nous appartiendra pas. Parce que le Togo ne pourra jamais rembourser. Sur la base de ce que nous avons comme information. Parce que j'ai posé la question une fois à l'Assemblée nationale, lorsque nous y étions, raison pour laquelle ils ont été obligés de faire cette forfaiture pour que des gens ne viennent pas les gêner. Moi, j'ai posé la question une fois au ministre de l'Enfant, j'ai dit, qui vous dit de faire des choses comme ça en commission? Il ne pouvait pas répondre. J'ai dit, monsieur le ministre, qui vous dit de faire ces conneries-là?
Aéroport, vous dites que la banque, ainsi une banque chinoise, a fait de prêts au Togo pour construire l'aérogare. On a montré ça comme si c'est un joyeux et tout ceci, tout cela. Qu'est-ce que ça génère en termes de bénéfices annuellement parlant? Et le bénéfice là va pouvoir faire rembourser le prêt là en combien d'années? Ils ont été obligés avec le ministre des Finances de dire que le bénéfice réalisé annuellement n'atteint même pas, je dis bénéfice, le chiffre d'affaires, n'atteint même pas le bénéfice sur prêt. Terre à terre. C'est-à-dire le bénéfice que ce capital que la Chine a octroyé au Togo pour construire cet aéroport, ce que ça devait apporter annuellement parlant pour cette banque exime chinoise, le chiffre d'affaires de l'aéroport n'atteint même pas le bénéfice du capital. Et quand est-ce que vous allez rembourser le capital? Ça voudrait dire que le Togo ne pourra pas rembourser. Et si la Chine décide un jour, elle prendra cet aéroport. On nous dit que Bolloré a pris troisième quai pour 35 ans. On nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, la direction de Foire Togo 2000, et la direction de la SAZOF, et la direction de l'ONATO, l'immeuble du ministère des TP, l'immeuble du ministère des Commerces, tout ça là c'est parti en garantie pour les banques arabes. Vous voulez dire qu'on est dans un pays qui ne nous appartient plus, c'est cela? Nous, très bien, monsieur nous ne sommes plus dans un pays qui nous appartient. Et il reste maintenant que des individus soient attachés et vendus. Merci monsieur Dimon Auré. Eh bien, nous revenons maintenant au point politique. Vous tenez le même langage pratiquement comme certains d'autres aussi qui se sont retrouvés en une coalition, les C14. Vous avez prôné le boycott. Il y a eu la C14 aussi qui a prôné le boycott. Mais qu'est-ce qui ne fait pas marcher vos deux discours très souvent? Très bien. Nous en tenons à une logique. Vous savez, la logique aristotélicienne est une logique qui tient. C'est une logique critique. Vous faites la part des choses, le pour et le contre, et vous tirez la synthèse. Ce n'est pas une vision manichéenne de la chose. Bien. Et lorsque notre aîné, M. Tipi Achadam, a lancé son parti à travers des manifestations grandioses, et que la répression a rendu cela solennel, il a fait appel à M. Fabre à l'époque, et d'autres ont couru pour se mettre ensemble. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que, individuellement parlant, chacun d'eux a une conviction en se mettant ensemble. Ce n'est pas qu'ils se sont assis pour discuter de la marche du mouvement. Vous pensez? Non. Simplement, c'est des opportunistes. Et ils ont cru que non, la manifestation de M. Achadam Tipi allait mordre, le pouvoir était par terre, la carotte est cuite, il faut aller aussi au partage du gâteau. Peut-être beaucoup de ces membres ont retrouvé la vision de Tipi Achadam, vision viable pour le Togo. Non. Ou se sont retrouvés dans cette vision? Pas du tout. Si tel est le cas, pourquoi, si vous avez une vision pour un mouvement, pour un regroupement, et on vous propose une médiation qui arrive, qui ne tient compte même d'aucun élément que vous avez revendiqué. Dans la feuille de route que la CEDEAO a proposée, dites-moi l'élément qui faisait partie des revendications de départ du mouvement de M. Achadam Tipi. Non, c'est-à-dire le mouvement que M. Tipi a lancé. Il l'a lancé sur une base en disant retour de la constitution de 92. Voilà. Et puis après, j'ai entendu M. Fabre dire qu'il lui, il était en train de négocier le départ de Fort. Yacine à l'époque. Au finish. La négociation sera toujours en cours. Au finish, on balance une feuille de route qui n'a rien à voir avec leur revendication de départ. Si vous êtes un homme de conviction, si vous êtes des politiques convaincus par rapport à l'intérêt général, vous n'allez pas laisser tomber ce qui fait le fondement de votre action pour embrasser ce qu'on vous propose de l'extérieur, comme si vous êtes des bambins. Apparemment, vous tirez sur tout. Hein. C'est clair. Pour vous, cette classe, ce regroupement n'est pas crédible, la médiation n'a pas été crédible. L'élite traditionnelle, je le dis, je l'assume. Si, toi Dieu donné, si des Togolais croient que l'élite qui doit pouvoir aider le bas peuple à sortir de sa situation pour que la dictature prenne fin, c'est cette élite traditionnelle,
des années là, alors on a encore du bon chemin pour la traversée du désert. Parce que, prenez-les. Ils sont manipulés aussi par la France. Sinon, comprenez-vous, comment est-ce qu'on vous présente une feuille de route et on dit, le problème n'est pas encore réglé. On n'a réglé aucun problème et on dit, du coup, 20 décembre, vous irez aux élections. Et des gens qui se disent suffisamment âgés, bien intellectuels et tout, ils disent qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord pourquoi? Parce qu'ils ont été corrompus. Ils ont été en Guinée, chez Alpha Condé. Nulle part, la C14 n'a pas été d'accord pour le 20 décembre. Mais D'où l'appel au boycott. non, c'est à la fin. C'est à la fin. Est-ce qu'ils ont rendu compte au peuple à travers vous, le monde des médias, de leur rencontre avec Alpha Condé, de leur rencontre avec le président ghanéen, leur première rencontre même à Paris pour lancer la médiation de la CEDEAO? De toutes les façons, je crois que l'opportunité est toujours là pour quand même les pions ou alors les piliers de la C14 de véritablement éclairer le peuple par rapport à toutes les démarches qui ont été menées jusqu'au jusqu'au boycott. Je crois que depuis là, personne ouvertement n'arrive à s'exprimer véritablement sur le sujet, mais je veux bien compter sur la bonne foi des politiques togolais pour véritablement éclairer le peuple togolais, parce que le peuple étant très mobilisé devant ce regroupement aujourd'hui se cherche, malheureusement. Monsieur Dimoré. Merci beaucoup. En réalité, un dialogue fut annoncé. Lorsque vous avez une classe politique crédible, qui se veut crédible et qui se dit être du côté du peuple, vous devez pouvoir communiquer à l'opinion nationale et internationale quel est le budget de ce dialogue. Et vous-même, partie prenante, quels sont les aspects de prise en charge de votre participation à ce dialogue? De toutes les façons, ce sont des étapes qui peuvent généralement échapper, mais les concernés sont là. C'est des réalités. Ils auront quand même le temps de s'expliquer. L'argent utilisé, c'est l'argent, ce n'est pas l'argent de M. Foy-Yassine. Justement, revenons sur la question. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire un discours d'ensemble pour véritablement mener le débat? Terre à terre. Leur peut dire un discours cohérent, qui n'a rien à voir avec des positions incohérentes. Voilà. Ça, c'est plus clair. Nous sommes cohérents du début jusqu'à ce jour. Et regardez l'attitude de la C14 par rapport à leur discours. Je m'en tiens au fait. Leur discours. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ont défendu après? Non! C'est du coq à l'âne. On dira qu'on est dans la politique, il y a des concessions à faire. Quelles concessions? Et vous êtes pour les concessions? Nous sommes pour le compromis et non pour la compromission. Et ce qu'ils font, ils sont de la compromission. Vous pensez que c'était dans la compromission? Ils ont fait de la compromission. Ils ont fait de la compromission totale. Et ce n'est pas parce que... Je vais vous donner un autre exemple. Maître Abouibo, c'est mon papa. Lorsque ce monsieur est incarné à un moment donné la lutte populaire au Togo ici, on l'a vu, on l'a suivi, on l'a soutenu. Lorsqu'il a dit, il a laissé échapper un mot au dialogue passé. Il a dit, ils ont rencontré la commission de la CEDEAO et il a laissé entendre qu'ils sont traités comme des bambins. C'est Maître Abouibo qui a lâché. Lorsque vous êtes en une discussion et que le médiateur vous prend pour des bambins, qu'est-ce que vous faites? Vous claquez la porte. Pourquoi n'ont-ils pas claqué la porte? Le radicalisme va toujours rester... Ok, ils n'ont pas claqué la porte, ils ont accepté la compromission. Ça a donné quoi? Ils ont plutôt accepté le compromis. Quel est le compromis? Si c'était le compromis, on n'aurait pas ce qu'on a comme assemblée aujourd'hui. Si c'est le compromis, l'enfant qui a été tué, l'apprenti qui a été tué à Agoé ne serait pas assassiné. C'est ça le compromis? Merci, M. Dimoré. Eh bien, une vue d'ensemble sur le continent, la situation en Algérie maintenant. Vous avez tendance à l'assimiler au système qui est mis en place par l'impérialisme, comme vous le dites généralement. Mais il n'y a pas que l'Algérie, il y a le Cameroun, il y a la Guinée, Alpha Condé, de l'autre côté. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Très bien. Le cas algérien, c'est un système établi, mais pas établi par la France-Afrique. Ce n'est pas un système établi par les impérialistes. Vous savez que les Algériens se sont battus contre la France, qui considérait l'Algérie comme un prolongement de la France.
Et donc, les Algériens ont arraché leur indépendance. Et eux-mêmes sont auteurs d'un système qu'ils ont fondé. Ça, c'est clair. C'est un système endo-algérien. Ce n'est pas un système de l'extérieur comme dans les autres pays francophones de l'Afrique. Ça, c'est la distinction qu'il faut faire. Maintenant, pour tout système, pour toute organisation dans la société, il y a le moment d'apogée. Et après l'apogée, c'est le déclin. Le système qui a combattu les Français et qui a arraché l'indépendance algérienne, ce système est arrivé à son apogée et amorce la phase de déclin. Dans ces conditions, ce n'est pas affaire de Bouteflika seulement. C'est tout le système qu'il faut revoir. Mais si les Algériens ne prennent pas garde, les mouvements qui sont déclenchés là, les Occidentaux vont rentrer dedans pour, soi-disant qu'ils soutiennent la population algérienne, se servant de ce prétexte, reprendre l'Algérie comme ils ont fait de la Libye. C'est là où les hommes, les politiques, les sages algériens, les hommes d'armée algériennes doivent tout faire pour pouvoir trouver la porte de sortie à Bouteflika et à tous les systèmes et remodeler le système algérien, indépendamment de la France-Afrique. Je rappelle, le président algérien a aujourd'hui 81 ans et pratiquement malade, qui ne bouge que, qui ne se déplace qu'en chaise roulante, mais qui veut briguer un 5e mandat, d'où le tollé politique aujourd'hui en Algérie, des descentes incessantes dans les rues. Et maintenant, c'est la jeunesse qui a pris la relève pour continuer la manifestation jusqu'à ce que le président algérien ne se représente plus ou alors ne quitte carrément le pouvoir. Voilà ce qui cristallise un peu la tension en Algérie aujourd'hui. Alors pour vous, c'est une situation à part? C'est une situation à part. Mais je dis, ma prière pour le peuple algérien, c'est qu'il puisse trouver une solution rapide pour faire sortir Bouteflika par la grande porte, remodeler le système, afin d'éviter l'intrusion des Occidentaux. Sinon, s'ils arrivent, c'est des génocidaires. Ils vont déstabiliser l'Algérie comme ils ont fait de la Libye. Et très rapidement, un clin d'œil sur la Côte d'Ivoire, la Guinée, et bien. Rapidement, oui. Le plan qui a déstabilisé la Libye, c'est le même plan qui a mis la Côte d'Ivoire dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Vous savez, si Gbagbo a été enlevé de la Côte d'Ivoire pour être humilié là-bas, c'est la France qui en a décidé. C'est les génocidaires. Voyez-vous? Mais, heureusement, les Ivoiriens, tôt ou tard, viendront à bout de force. Ils vont vaincre la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Là, Ouattara va passer. Ouattara fait partie des chefs d'État que l'histoire doit rattraper en Afrique. Bien, parce qu'il n'a jamais été, tout comme le système de Gnassingbé, tout comme le système Biya. Biya a 86 ans. Il est là. C'est la France-Afrique. En Afrique occidentale aujourd'hui, il n'y a que 2 peuples qui sont aujourd'hui relativement indépendants. Le peuple béninois et le peuple burkinabé. Sauf que le peuple béninois peine aujourd'hui à trouver un patriote politique pour le diriger, à l'instar de Kérékou, à l'instar de Soglo. Les hommes d'affaires parachutés ne règlent pas le problème. Patrice Talon ne pourra pas faire avancer la démocratie béninoise. Les Béninois devront trouver un patriote vrai, politique, pour l'amener au pouvoir. Le peuple burkinabé aussi s'est libéré, mais la France-Afrique lui crée le terrorisme déjà, vous comprenez. Et donc, comme ils ont réussi à embrigader le peuple togolais par un système diabolique, on est là-dedans. La Guinée d'Alpha Condé, on pousse Alpha Condé à modifier la constitution. Et il y a la Côte d'Ivoire, Ouattara va vouloir se présenter, et puis il y aura encore la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis ce qui est grave, ces Africains qui se disent Africains, comme ceux du pouvoir de Gnassingbé Togo, qui se disent Togolais, et qui acceptent se faire utiliser par la France contre les intérêts de leurs compatriotes. C'est pas diabolique ça? Parce qu'ils appartiennent à des réseaux. Comment voulez-vous? Je vous donne un autre exemple, le cas du Congo-Brazzaville. Très rapidement, oui. Le génocide qui a eu lieu là-bas, on n'en parle pas de génocide. À l'époque de l'Issouba, pour faire partie de l'Issouba du pouvoir. C'est la France qui a organisé tout cela pour ramener Denis Sassou Nguesso, parce que ça n'allait pas.
Vous comprenez? Monsieur, Donc, la situation est grave. Il faut que la présente génération s'impose. C'est cela. Monsieur Dimoré, merci. Eh bien, notre temps est parti. Mais un petit mot sur le débat CFA. Quelle est la lecture que le FPD lui fait de ce grand débat qui ne laisse personne indifférent aujourd'hui? Oui. Donc, il faut quitter le CFA. Donc, il faut bien le réfléchir. Donc, il faut y rester. D'aucuns bien le réfléchir, c'est des éléments de la France-Afrique. C'est ceux qui sont dans les réseaux mafieux avec la France qui tiennent ce discours. Rapidement, il faut couper le cordon ombilical avec le côlon, c'est-à-dire la rupture totale. Et la rupture totale, il y a 3 aspects. Le franc CFA, les bases militaires françaises en Afrique, et puis l'autonomie politique. C'est les 3 éléments par lesquels la France maintient ses anciennes colonies sous domination. Donc, le franc CFA fait partie d'un élément et d'un ensemble de ruptures. Comment est-ce que vous pouvez faire le développement si vous n'avez pas votre propre politique monétaire? Comment est-ce que vous pouvez faire le développement avec des bases militaires extérieures? Donc, franc CFA, base militaire, politique d'influence à travers la France-Afrique, tout cela doit cesser. Et c'est la bataille pour laquelle je m'engage. C'est la bataille pour laquelle nous tous, présentes générations, nous devons nous engager. Sortie de cette monnaie et maintenant? Maintenant même. Mais ça ne va pas arranger les magouilleurs. Merci, M. Dimoré. Votre mot de la fin? Notre mot de la fin, c'est d'appeler le peuple à la sérénité pour ne pas accepter le faire valoir, la compromission qu'on lui propose à travers la France-Afrique concernant les prochaines élections. Il faut le boycott total. La résistance doit être ferme et totale. Merci, M. Dimoré, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Communication. Merci d'avoir été des nôtres à ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Restez sur nous, sur la radio-télévision de la santé. À très bientôt. Alors, à la séance prochaine pour le développement d'autres thématiques. On est ensemble. Merci.